À la une de l'actualité ce soir, clap d'ouverture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2017. Une cérémonie en beauté où le spectacle se mêle au discours, le tout soutenu par un méga concert de Alpha Blondy, la star du reggae africain. C'est parti donc pour une semaine de projection dans les salles obscures de Ouagadougou. Retour en images sur les moments forts de cette cérémonie. Et puis la fermeté du Premier ministre face à la fronde sociale. Paul Kabatiba, qui a rencontré ce matin les centrales syndicales, estime que les nombreuses grèves en ce moment plombent les efforts de développement du pays. Vous l'entendrez dans cette édition. Avec cette sortie du chef du gouvernement burkinabé, est-ce une nouvelle stratégie ou un nouveau tournant dans le dialogue social? Le ministre du Travail est notre invité. Clément Sawadogo viendra répondre à nos questions. Et puis permettre aux orpailleurs de mener leurs activités sans altérer l'environnement. L'idée est d'un projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial pour aider ces exploitants artisanaux à travailler sans porter atteinte à l'équilibre écologique et à la santé humaine. Il va coûter près de 1,5 milliard de francs CFA. Ces zones d'intervention et son mode opératoire à suivre dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. L'image du jour, le président du Faso qui donne le clap d'ouverture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2017 au stade municipal de Ouagadougou. Cet après-midi, la cérémonie a tenu toutes ses promesses. Spectacle de musique, spectacle équestre et discours. Les organisateurs ont voulu simplement faire plaisir au public, mais aussi aux téléspectateurs de la RTB. Mounir Akere reviendra dans le courant de ce journal sur ce élément. Mais en attendant, je vous propose ici la réaction du président du Faso qui a présider cette cérémonie. Il s'agit d'engager une discussion pour la refondation du FESPACO. La refondation parce que nous pensons que le cinéma doit être un vecteur de la consolidation de notre culture africaine. Et cela doit être entendu. Et nous ne devons pas constamment nous laisser inféoder par la culture des autres. Il nous faut, nous aussi, dans le cinéma, traduire les valeurs positives qui font les fondements de la société africaine. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les acteurs du cinéma pour avoir en tout cas accepté de participer à cette édition. Je voudrais également saluer tous ceux qui ont travaillé à l'existence et leur rendre un hommage mérité du FESPACO. Je voudrais également saluer notre invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, pour avoir été représenté déjà à l'ouverture par le ministre de la Culture de la Francophonie et à la clôture par mon frère et collègue, le président Alassane Ouattara. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est le plus grand festival de cinéma en Afrique, vous le savez déjà. Et l'histoire révèle que l'aventure a débuté en 1969 à l'initiative d'un groupe de cinéphiles. Aujourd'hui, le festival est devenu, par la force des choses, un tremplin pour le cinéma africain. Aruna Mare. En 1969, François Bassolé, Claude Prieux et Alimata Salambéré, trois cinéphiles initient la semaine du cinéma africain. L'ancêtre du FESPACO est né et la première édition s'est déroulée du 1er au 15 février de la même année. Le premier rendez-vous va mobiliser 7 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun, la France, les Pays-Bas et la Haute-Volta à l'époque. Sur les 24 films projetés, 18 sont africains. La deuxième édition de la Semaine du cinéma africain se tient un an plus tard. Elle a enregistré 9 pays, soit 2 de plus qu'à la première édition. Le nombre de films passe de 24 à 40. Sandamasa, Tukudamasa, Itlomajonkana. Au regard de l'engouement suscité par ce rendez-vous, la Semaine du cinéma africain est institutionnalisée en 1972 à la 3e édition. Un tournant décisif vient de s'opérer pour ce festival. Les films jadis présentés seront désormais en compétition. Un grand prix dénommé Étalon de Nyenenga est créé. Il est remporté pour la première fois par le Nigérien Oumar Uganda avec son film Le Oiseau polygame. Un an plus tard, le Burkina réalise son tout premier long métrage, Le sang des parias de Kim Kola.
de 1979, le FESPACO devient biennal. En 1983, la création du marché international du cinéma africain MICA. Il se greffe au festival. Le MICA est l'interface entre acheteurs, promoteurs de chaînes de télévision et professionnels du 7e art africain. Cette nouvelle donne vise à prendre en compte la télévision comme maillon essentiel dans la promotion du film africain. Le FESPACO est désormais le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Au fil des ans, les acteurs changent, mais le scénario demeure. Montrer les films africains aux populations africaines. En somme, décoloniser les écrans africains. En 24 éditions, l'histoire retiendra que le Burkina a remporté 2 fois les Talons d'or de Nyenenga. En 1991, Tilay d'Idrissa Ouedraogo et Boudiam de Gaston Kaboré en 1997. En un demi-siècle d'histoire, le FESPACO a connu des hauts et des bas. Mais, contre vents et marées, le cinéma africain fait sa mue pour s'adapter à l'environnement mondial. Autre actualité, le gouvernement Thiéba II en immersion ce 24 février à travers un séminaire gouvernemental. Ils ont pu revenir sur les enjeux du PNDS dans l'optique de son opérationnalisation. À cette occasion, le gouvernement est revenu sur sa volonté de mettre l'accent sur le dialogue social. Moumouni Soubega. L'efficacité dans la gouvernance, c'est le maître mot du gouvernement Paul Kaba Thiéba II. Face aux membres de sa nouvelle équipe, le Premier ministre l'a signifié. L'opérationnalisation du PNDS constitue la priorité et tous les membres du gouvernement ont été situés sur ce référentiel de développement. L'axe central qui est à la source donc de ce remaniement ministériel, c'est la nécessité d'obtenir plus d'efficacité dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Donc il était normal que nous puissions échanger afin que tous les ministres soient au même niveau d'information sur l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social, les objectifs, les priorités. La montée de la France sociale n'est pas passée sous silence à ce séminaire gouvernemental. À ce sujet, Paul Kaba Thiéba et son équipe ont opté de jouer la carte du dialogue. Le dialogue social comme méthode de travail, le dialogue social comme méthode d'échange avec les partenaires sociaux. Et nous croyons donc aux vertus de ce dialogue social. Et je pense que les échanges que nous avons eus avec les ministres nous permettront, dans les jours qui viennent, vraiment d'harmoniser nos positions sur la façon de traiter les revendications dans les différents secteurs ministériels et également de traiter de manière générale les revendications qui sont exprimées par les travailleurs des différents secteurs. Autre point abordé, la communication gouvernementale. La cohérence, c'est ce qui est désormais recherché. Là-dessus, il est convenu d'harmoniser les points de vue sur la façon dont le gouvernement doit communiquer sur les questions relatives à la politique gouvernementale. C'est le tout premier séminaire gouvernemental après le remaniement ministériel intervenu en début de semaine. Sur le dialogue social, la parole à l'acte, un langage franc et direct avec le Premier ministre et les centrales syndicales. Dans ce face-à-face ce matin, Paul Kaba Thiéba s'est voulu d'une fermeté face à l'embrasement de la fronde sociale. La synthèse avec Christine Koulibaly. Regardez, le ministère des Finances est paralysé depuis plus de 3 semaines. Tous les dossiers sont bloqués. Et le ministère aussi transversal. Comment c'est concevable? D'entrée de jeu, Paul Kaba Thiéba n'est pas allé par 4 chemins pour faire savoir que la cote d'alerte est atteinte, sinon dépassée. Sitting et grève, tout azimut ne font qu'hypothéquer les champs de développement et menacent la paix sociale, martèle le chef du gouvernement. Le gouvernement comprend et respecte la lutte syndicale, orientée vers l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés, qu'ils soient du public ou du privé. Ce que l'on comprend moins, vous me permettrez, c'est l'installation progressive dans notre pays d'une pratique de lutte qui s'est mise en tradition et à travers laquelle tous les points de revendication sont quasiment au même niveau d'importance et donnent lieu à des débrayages systématiques
souvent sans préavis, sous la forme de sit-in. C'est la nouvelle mode maintenant, les sit-in. De boycott d'activités professionnelles. De boycott d'activités professionnelles spécifiques quand ce ne sont pas des grèves intempestives ou à répétition. Tout se passe comme si, les yeux fermés, certains travailleurs n'ont plus la moindre affection pour le bien commun et pour l'équilibre de l'État. Tous les moyens sont bons pour obliger l'État à concéder des avantages, même secondaires, au risque d'engager notre pays dans une escalade et un cycle sans fin, de déséquilibrer totalement la stabilité macroéconomique du pays et de compromettre la réalisation du plan national de développement économique et social. Le non-respect des engagements pris par le gouvernement explique en partie le climat social délétère, rétorque le monde syndical. Compte tenu de l'ampleur de ce discours, nous allons partir et puis lui revenir pour lui donner aussi notre position par rapport à ça. Tout cela, nous disons que c'est leur responsabilité. Parce que si on signe des accords, il faut les respecter. C'est ça qui nous inquiète. S'ils avaient respecté les accords qu'ils ont signés avec les Sinamika, je crois qu'il n'y aura aucun problème. S'ils avaient respecté ce qu'ils ont donné comme travail pour l'UTS et que nous avons tous ensemble signé et qu'ils n'ont pas respecté, ça c'est encore leur ressort. Et je pense que la balle est dans leur camp. Paul Kabatieba dit avoir hérité d'une patate chaude. Beaucoup de revendications avec malheureusement peu de ressources dans les caisses de l'État. Nous avons cultivé en permanence l'écoute et le dialogue. Nous poursuivons toujours dans cette voie, convaincus que c'est de cette manière que se construit un pays respectable, un pays démocratique et un pays donc de liberté. Cependant, nous devons enrayer la politique et la pratique de la surenchère. Nos marges de manœuvre sont limitées. Tout le monde le sait. Avec une masse salariale qui frôle les 50% de recettes fiscales. Avec des dépenses courantes de l'État qui approchent presque les 90% des recettes fiscales. Comment on peut développer un pays dans ces conditions? Avec quelles ressources? Et au Premier ministre d'inviter à une introspection collective et à des réflexions sur le système de rémunération des agents de l'État. En attendant, il demande une trêve sociale nécessaire à ses yeux à la mise en œuvre du PN2S. Je le disais en titre, le ministre en charge de la fonction publique et du travail est notre invité. Clément Sawadgo, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, avec cette sortie du chef du gouvernement burkinabé, est-ce qu'on assiste à un nouveau tournant dans le dialogue social? Un nouveau tournant, je pense que non. Le Premier ministre lui-même l'a dit, nous poursuivrons dans la voie du dialogue social. C'est un dialogue social auquel le gouvernement croit. J'ai pu vous le dire, le chef de l'État lui-même, le président Roch-Marc Christian Kaboré, et le Premier ministre, à tous les conseils des ministres, insistent pour que chaque ministre dans son ressort puisse cultiver en permanence le dialogue social avec les partenaires sociaux, notamment les syndicats. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, depuis que ce gouvernement est en place avec le Premier ministre Paul Kabatieba, aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui faisait la 5e rencontre avec les syndicats. Je ne pense pas que dans l'histoire de notre pays, en tout cas dans l'histoire assez récente que j'ai connue, qu'il y ait eu vraiment cet effort de concertation et de dialogue au niveau d'un Premier ministre. Vous savez aussi que nous venons de sortir la rencontre gouvernement-syndicat. Donc, ce n'est pas pour qu'il y ait un changement d'option ou de ligne par rapport à la question du dialogue social. Bien au contraire, c'est un dialogue qui va se renforcer puisque plusieurs fois, nous avons annoncé que bientôt il y aura une grande institution pour le dialogue social qui est en création. Mais par contre, le Premier ministre a voulu interpeller le monde syndical. Et au-delà du monde syndical, je pense que c'est une interpellation à l'ensemble de la communauté nationale. Puisque nous avons tous assisté à
avalanche de mouvements sociaux qui, quelquefois, ne reposent pas sur les fondamentaux des rémunérations, mais sur des questions comme des fonds communs, des appoints de rémunération. C'est un peu ça qu'il voulait dire. C'est un peu comme si toute question secondaire, qui aurait dû être secondaire, est traitée comme une question principale ou principielle. Ça pose quand même problème et les plateformes sont de plus en plus gonflées. 30 points, 40 points, 60 points de plateforme. Il faut avouer que ça pose quand même problème. Donc je pense que c'est plutôt cette interpellation que le Premier ministre a voulu faire et il l'a fait, en tout cas à sa manière, avec beaucoup de vigueur. J'en conviens. Mais par rapport au gouvernement qui ne tient pas ses promesses, selon le représentant de l'unité d'action syndicale que nous venons de suivre, qu'en est-il exactement? Enfin, je suis surpris d'entendre cela. Le gouvernement, à son arrivée en janvier 2016, a trouvé sur sa table 19 points d'engagement que la transition avait convenu donc avec les syndicats. Et au nom de la continuité de l'État, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied à ce que ces 19 points soient concrétisés. Quand nous avons fait la situation tout dernièrement à la grande rencontre gouvernement-syndicat, les syndicats eux-mêmes, de manière officielle, puisque c'est écrit dans le communiqué final, ont reconnu les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre les engagements. Alors, donc, si vous voulez bien, les questions qui sont évoquées ici, ce n'est pas, je crois, j'ai entendu le président de moi des centrales syndicales évoquer 2 questions d'engagement. L'un portant sur le ministère du Commerce. Mais ce n'est pas pour cette question que les autres syndicats débrayent. Non. Ça, c'est une question qui ne concerne qu'un syndicat autonome, enfin, je veux dire un syndicat sectoriel, et qui est en discussion. Le gouvernement n'a pas renoncé à trouver des solutions pour les travailleurs du ministère du Commerce. Il s'est, après avoir évalué les incidents, s'est rendu compte que sur une masse d'environ 10 milliards de francs collectés au titre de la vérification des importations, il fallait consacrer près de la moitié pour satisfaire cette exigence-là. Alors, donc, ça pose des problèmes et le gouvernement a redéployé la discussion avec ces syndicats avec des propositions alternatives qui sont aussi, à mon avis, tout aussi alléchantes. Donc, ce n'est pas un refus de mettre en œuvre un engagement. Sur la question de l'UTS, sur les primes et indemnités, c'est une question qui est encore en discussion. Et le 27 février, c'est-à-dire lundi même, il y aura encore une nouvelle discussion entre le gouvernement et l'unité d'action syndicale autour de la question de la retenue de l'UTS, de l'impôt sur les primes et indemnités. Donc, je ne vois pas en quoi il faut dire que le gouvernement a renoncé à ses engagements. Et ce n'est même pas ces points-là qui donnent lieu à des mouvements terribles, j'allais dire, au ministère des Finances ou au ministère des Infrastructures ou encore dans d'autres secteurs. Ce n'est pas ces points-là qui sont évoqués pour dire, comme le gouvernement n'a pas exécuté ces 2 engagements, c'est pour ça que nous manifestons. Non. C'est des questions qui n'ont rien à voir avec cela. Donc, pour moi, je comprends que les syndicalistes, il ne faut pas leur demander de parler le même langage que nous, les gouvernants. Bon, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de quoi écraser une mouche à travers cette question d'engagement non tenu. Oui, Monsieur le ministre, avec l'embrasement de cette fronde sociale et puis la réaction qu'on est en train d'assister, on a comme l'impression que le gouvernement est dépassé. Est-ce que c'est votre lecture? Non, le gouvernement n'est pas dépassé. Mais je crois que nous sommes tous au Burkina Faso. S'il y a des problèmes, les Burkinabés doivent tous prendre à cœur ces problèmes. S'il y a des chaînes de l'activité publique qui sont grippées par le fait de mouvements que finalement nous n'arrivons pas à expliquer, parce que tout le monde sait que ce n'est pas en une année que ce nouveau gouvernement devait régler tous les problèmes des Burkinabés. Tout le monde le sait. Il y en a qui nous reprochent n'avoir pas travaillé en 2016, c'est une année perdue. Eux-mêmes, en le disant, n'y croient pas. Ils savent tous que c'est en 2016 qu'on a élaboré
un plan national de développement économique et social qui a été jugé très bon et crédible même par la communauté internationale. Ça se faisait avant plusieurs années. Ils savent très bien que en 2016, la croissance au Burkina Faso a été relancée, puisqu'aujourd'hui, on parle d'un taux de croissance finalement qui s'est établi à 6% et même un peu plus. Alors, un gouvernement qui n'a pas travaillé peut réaliser cela. Je ne parle pas des réalisations au niveau sectoriel, dans la santé avec les gratuités, dans l'éducation, dans les infrastructures, etc. Bon, donc, la mise en œuvre de la loi 81, qui nécessitait une mobilisation de ressources énormes, l'assainissement de la gestion des concours, la fonction publique, je ne vais pas oublier mon domaine. Tout cela, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas travaillé. Mais le gouvernement veut qu'on s'engage tous à ramener les questions dans un dialogue franc, sincère et fécond. Et non pas que ce soit une pratique de surenchère avec peut-être des motifs qu'on ne concerne pas bien. Oui, justement. Est-ce que pour éviter la récupération, pour éviter peut-être que les débats aillent dans des sens qu'on ne souhaite pas, il ne serait pas judicieux pour le gouvernement d'organiser une discussion générale avec tout le monde au lieu de vouloir traiter au cas par cas? Alors, nous avons cru percevoir qu'effectivement, l'un des motifs de ces mouvements itératifs pouvait être la guerre un peu entre les corporations dans l'administration publique. Ça, c'est un vieux débat, hein, ce n'est pas nouveau, puisque certains pensent qu'ils sont peut-être défavorisés par rapport à d'autres. Mais vous remarquerez aussi que ceux qui développent des mouvements radicaux, j'allais dire, ne sont pas les moins bien traités de l'administration. Alors, c'est pour cette raison que le Premier ministre a dit, s'il le faut, nous allons donc remettre à plat tout le système de rémunération. Et puis voilà, on se retrouvera autour d'une table, tout le monde. Et le peuple sera pris à témoin parce que, après tout, les employés de la fonction publique, c'est des employés du peuple. C'est quand même au peuple de déterminer jusqu'à quel niveau il rémunère ses employés. Donc, tout le monde sera pris à témoin et on ira peut-être vers une reconstruction du système de rémunération. C'est par cela d'ailleurs que le Premier ministre a terminé. Donc, je pense que c'est tout à fait peut-être de bon ton. Merci à vous, Clément Sawadgo, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge de la fonction publique et du travail et vous êtes venu répondre à ces questions concernant l'embrasement de la fronde sociale au Burkina. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Et le dialogue social se retrouve également au centre de la rencontre entre le ministre en charge de l'Éducation nationale et les représentants des syndicats de l'enseignement. Une rencontre qui a permis de revenir sur les questions d'indemnité, des statuts particuliers des encadreurs pédagogiques. Explication, Ismaël Sirima. Sourire aux lèvres, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation semble ravi de l'accord trouvé avec les représentants du syndicat national des enseignants africains du Burkina, CNEAB. Concernant le point sur l'harmonisation des indemnités spécifiques, un comité interministériel a été mis en place et leurs travaux devraient commencer le 15 mars prochain. Nous n'avions pas vu la nécessité d'aller vers un statut particulier et comme cette demande d'un statut particulier n'est pas spécifique au ministère de l'Éducation, nous avons informé le syndicat, par exemple, que sur cette question, il faudra attendre les résultats d'un échange plus large. Concernant le point lié au statut particulier, le syndicat national des enseignants africains du Burkina a une autre compréhension. Je crois que sur ce point-là aussi, nous avons tenu, nous, en tant que parti syndical, à rappeler au gouvernement que c'est une revendication qui a connu assez de péripéties. Et en 2012, dans cette même salle, c'est le gouvernement du Burkina Faso qui a affirmé, les images d'archives sont, vous les avez, hein, qui a concédé un statut particulier aux travailleurs du secteur de l'éducation. À ce titre, le secrétaire général du CNEAB estime que ce serait un recul grave de confronter un acquis syndical à la loi 081.
Autre actualité dans ce journal, la province de la Sicile est réputée être un centre important de production de tubercules. Et ce 25 février, à l'occasion des journées promotionnelles de l'INAM, les acteurs se sont retrouvés pour contribuer sur la professionnalisation de la filière tubercule et voir comment aider le secteur à l'autonomisation des jeunes et des femmes. L'accent sera mis sur la transformation, nous dit Daouda Ouattara et Zoubabiel David Dabiré. Le ministre Jacob Ouedraogo au contact des producteurs de la Sicile. Les journées promotionnelles des tubercules et racines reprennent du service dans cette province avec une production record de plus de 22 000 tonnes d'igname, de manioc et de patates. Et pour cette 24e édition, l'autonomisation des femmes et des jeunes est au centre des réflexions. Il s'agit de donner à cette frange de la population les moyens de son épanouissement à travers la transformation et surtout l'écoulement des produits dérivés de ces tubercules. Occasion pour les acteurs de la filière d'interpeller les autorités sur les difficultés qui plombent le décollage de ce secteur. Nous n'arrivons pas à écouler parce que tout simplement la matière première que nous avons sous la main, sur place ici, la quantité est importante et pourtant la transformation est limitée. C'est-à-dire nos transformatrices à la base ici n'arrivent pas vraiment à absorber une grande quantité en transformation. Donc ça fait qu'on est obligé de livrer la matière première directement sans passer par la transformation. À ces préoccupations s'ajoute l'appauvrissement progressif des sols et le manque d'organisation des producteurs, des difficultés auxquelles comptent s'attaquer les autorités en vue de faire de la filière un instrument d'auto-emploi pour les jeunes et un levier de développement pour la province de la Sicile. L'agriculture, pour nous, est au cœur du socle du développement du Burkina. Et nous pensons donc que si nous améliorons les pratiques en partant donc des semences jusqu'à la création de chaînes de valeur pour pouvoir écouler les produits, nous pensons donc que d'un côté nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais de l'autre côté également l'agriculture va contribuer donc à pouvoir juguler le chômage donc de la jeunesse. Nous avons vu un peu que les différentes chaînes de valeur doivent être mises en œuvre et que chaque chaîne puisse jouer pleinement son rôle et chaque chaîne puisse contribuer au développement de toute la chaîne. Le ministre Jacob Ouedraogo a aussi saisi cette opportunité pour rappeler aux Burkinabés la nécessité de consommer les produits locaux. Car selon lui, cela y va de la survie des filières comme celle des tubercules. Pour aider à lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité au Burkina Faso, le Japon apporte son soutien à travers un don de 7000 tonnes de riz. Du riz qui sera vendu à prix social pour soutenir les efforts du gouvernement burkinabé. La remise du don avec Yulan Lompo. 7460 tonnes de riz. C'est la concrétisation de l'échange de notes signé le 22 février 2016 entre le pays du soleil levant et le gouvernement burkinabé qui a permis d'acheter cette quantité de riz d'un montant d'environ 2,5 milliards de francs CFA. La réception du KR 2015 permettra au gouvernement burkinabé de venir en aide aux couches les plus vulnérables. Les autorités burkinabées, à travers son AGES, est obligée de constituer le fonds de contrepartie en cédant le riz à la population à prix très raisonnable. Selon les statistiques du ministère en charge de l'agriculture, la production nationale est en deçà des besoins annuels de cette spéculation. Cette aide monétisée sert à investir dans des projets de développement. On a cité tantôt le cas donc, de l'échangeur de l'Ouest, on a cité également le renforcement de la CENI, on a cité le renforcement des capacités du centre de transfusion sanguine. Donc le riz, il n'est pas destiné à l'exportation, ça je peux vous l'assurer, il doit être entièrement vendu sur le territoire national. Et le gouvernement japonais qui accompagne depuis 1982 le Burkina Faso a décidé d'octroyer en plus au titre de l'année fiscale 2016 une assistance alimentaire en riz à partir du premier trimestre de l'année 2018. En santé, la LONAB apporte son soutien au centre de dialyse de l'hôpital Yalgado Ouedraogo à travers un don de 10 générateurs d'hémodialyse et de fauteuils. Des équipements qui viennent comme pour soulager les malades. Ismaël Dilouma Sirima, Nongbakouda. Étendu sur un fauteuil,
À côté du générateur d'hémodialyse, cet homme souffre d'insuffisance rénale. Il doit régulièrement purifier son sang avec cette machine pour rester en vie. Comme lui, ils sont environ 350 dans la seule ville de Ouagadougou à être dans cette situation. Affecté par cette réalité, la LONABE offre à l'hôpital Yalgado 10 fauteuils et 10 générateurs d'hémodialyse d'une valeur de 197 millions de francs CFA. Le secteur de la santé est un domaine de privilège au niveau donc, de la LONABE. Et nous allons autant que possible continuer. Malgré ce don, le besoin de générateurs pour le seul hôpital Yalgado Ouedraogo s'élève à 10. Conscient de cela, les responsables du ministère de la Santé prévoient des actions concrètes. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait moins de pression sur Yalgado. Évidemment, nous allons continuer à renforcer Yalgado, comme nous sommes en train de le faire avec l'appui de la LONABE à travers le don de ces 10 générateurs. Mais nous allons travailler à rendre fonctionnelle l'unité d'hémodialyse de l'hôpital du district de Borogo qui va ouvrir dans les tout prochains jours. Le secrétaire général du ministère de la Santé affirme aussi qu'une unité d'hémodialyse sera opérationnelle dans la ville de Bobo-Dioulasso d'ici le mois prochain. Il annonce également la construction d'une autre unité d'hémodialyse à Waiguya. Dans l'actualité ce soir, permettre aux orpailleurs de mener leurs activités sans altérer l'environnement. Un projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial qui vient de démarrer ses activités sur cette thématique. L'idée est d'aider ces exploitants artisanaux à travailler sans porter atteinte à l'équilibre écologique et à la santé. Plus de détails avec Zoubaviel David Dabiré. L'utilisation du mercure dans l'exploitation artisanale de l'or est source de dégradation de l'environnement. Elle constituerait à ce jour un problème de santé publique au Burkina Faso. Et pour juguler ce phénomène, le Fonds mondial pour l'environnement initie le projet Jeff Gold en vue de promouvoir une nouvelle méthode d'exploitation. Il s'agit de proposer aux acteurs de l'orpaillage de nouvelles méthodes de travail qui tiennent compte de la santé environnementale. Donc, dans l'orpaillage artisanal, il y a souvent le mercure qui est utilisé pour extraire l'or plus facilement. Malheureusement, c'est aussi un métal qui est neurotoxique, donc il y a des effets sur le cerveau et les nerfs. Donc l'idée maintenant, c'est avec les fonds du Fonds pour l'environnement mondial d'avoir un programme global dans 7 pays, dont le Burkina Faso, avec 3 composantes principales. La première sur la formalisation du secteur des orpailleurs. La deuxième sur le transfert de technologies qui soient des technologies qui n'utilisent pas le mercure et qui permettent d'autre part de récupérer plus d'or pour chaque tonne de minerai qui est traité. Et finalement, une composante sur l'accès au financement pour que les orpailleurs puissent faire ce changement de technologie qui utilise du mercure pour une technologie sans mercure. Une initiative qui rencontre déjà l'assentiment des orpailleurs. Pour peu qu'elle soit viable, nous confie le vice-président du syndicat national des orpailleurs, Moustapha Souli. Pour le ministère en charge de l'environnement, elle permettra la protection et la sauvegarde du couvert végétal malmené ces dernières années par les orpailleurs. La mise en œuvre du projet est prévue pour durer 6 ans. Son financement est assuré par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA. De son côté, le PNAEPA, le Programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement, tient sa 25e session. Pour faire simple, le PNAEPA est le référentiel au Burkina en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement. Pour cette session, il s'agit d'adopter une feuille de route pour 2017. Mariam Dao, Vincent Tiendrebeo. À l'échéance du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, les membres du comité de pilotage font ici le bilan. Pour ce comité, les résultats atteints sont globalement satisfaisants pour l'eau potable à la fois en milieu rural et en milieu urbain. Quant au volet assainissement, les résultats sont en deçà des attentes. Le bilan 2016, nous sommes vraiment à des taux vraiment satisfaisants. En AEP, nous sommes pratiquement en AEPA. Je pense que les 2 sous-secteurs sont pratiquement à 105%. Maintenant, au cours de cette session, nous avons plus ou moins fait le bilan de la mise en œuvre du programme national approvisionnement en eau potable à l'horizon 2015 que nous avons prorogé en 2016. Et c'est là que
nous avions en tout cas constaté qu'en termes d'exécution physique au niveau des ouvrages, nous sommes à des taux assez satisfaisants. Disons même satisfaisants parce que nous sommes en ouvrage d'AIP à 105%, en AIPS à 116%. Mais en assainissement, effectivement, les résultats sont mitigés. Cette 25e session ordinaire est aussi le lieu pour les participants d'adopter un nouveau programme pour relever des défis. Notre démarche, en fait, de travail, c'est surtout de viser, de cibler l'équité. La corvée zéro d'eau. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'eau, les nouveaux programmes en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement devraient s'inspirer des insuffisances du passé pour réaliser le droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Et puis le ministre de la Communication visite des radios et organes de presse installés à Dédougou dans le Moune. Des visites de courtoisie pour s'imprégner au plus près de leur réalité. Edouard Ouedraogo sur place à Dédougou. À travers cette visite de 48 heures dans la ville de Dédougou, la délégation du ministère en charge de la communication veut s'enquérir des conditions de vie et de travail des acteurs locaux des organes de presse de la région. La RTV de Dédougou, les radios Sédicom, Salaki, Horizon FM et Amadia ont reçu la visite de la délégation. Nous réjouissons de voir que quelqu'un vient nous constater ce qu'on fait et apprécier aussi ce qu'on fait, constater nos difficultés. Que ce soit au niveau des médias privés et des médias publics, les agents vraiment veulent être formés. Et puis aussi nous avons eu l'impression que le plan de subvention revient. Les médias privés surtout demandent à ce qu'il y ait l'équité. En marge de cette visite, le ministre en charge de la communication s'est rendu chez les autorités coutumières et religieuses de la cité de Bankoui. Nous sommes à Dédougou pour rencontrer les médias. Il était important de rencontrer les autorités religieuses et coutumières pour leur transmettre toutes les félicitations et tous les remerciements du gouvernement par rapport à l'action de consolidation de la paix sociale, l'action d'éducation sur les questions de développement, sur les questions de sécurité, sur les questions de droits humains. Avant de prendre congé, le ministre a demandé l'accompagnement des autorités coutumières et religieuses de la localité. C'est tout pour ce journal. Nous retrouverons les images de l'ouverture du FESPACO 2017 dans nos prochaines éditions. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTV. Au revoir.